Comme vous voulez là, mais c'est pour laisser Antoine arriver sans vous déranger. Voilà. D'accord. Ah bah d'accord. Bah écoutez, tant pis, c'est pas si grave. Voilà. L'année dernière. Ça va bien? Bien, mesdames, messieurs, je vous propose que nous commencions quasiment à l'heure. Merci de votre présence pour cette traditionnelle conférence de presse sur les finances locales dans le cadre du congrès de l'Association des maires de France. Nous allons entendre 3 présentations, l'une de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale par Thomas Rougier, une autre par Nathalie Brodin, responsable bien entendu finance de l'AMF, et enfin Luc-Alain Verviche, qui est Banque Postale, mais aussi notre partenaire fidèle sur l'ensemble des problèmes financiers qui concernent les collectivités territoriales. Nous savons les uns et les autres, d'abord parce que nous sommes en plein débat de la loi de finances, que les questions financières sont au cœur des débats, et y compris des débats de ce congrès. Nous avons choisi, vous le savez, une thématique qui est le titre du congrès, communes attaquées, république menacée. Et l'une des formes, j'allais dire, les plus pernicieuses, mais aussi les plus fortes, de l'attaque contre les communes, mais je pourrais dire contre les collectivités territoriales dans leur ensemble, sont bien entendu les restrictions financières auxquelles nous sommes soumis. Je vais m'arrêter là dans mon propos liminaire pour donner immédiatement la parole à Thomas Rougier. Thomas. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je dis Monsieur le Président parce que l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale que je représente dans cette présentation est un outil commun entre les collectivités et les représentants de l'État, mais sous la tutelle et sous la présidence d'André Léniel en tant que président du comité des finances locales. Donc notre mission, c'est de présenter des données sur les finances et la gestion des collectivités de manière factuelle. Et je remercie l'AMF pour cette invitation, toutes les équipes pour l'organisation et puis pour l'invitation. L'idée et le concept qui a été proposé à l'équipe OFGL, c'est de dresser un panorama des finances locales, un état des lieux sur le bloc communal, en essayant forcément de rapprocher ça un peu des éléments d'actualité qui concernent le bloc communal. J'ai quelques minutes pour faire cette introduction et cette présentation de Cap sur les finances, des communes et intercommunalités. J'ai choisi quelques points. Il faut vraiment retourner voir la publication pour avoir les vrais détails et rentrer un peu en profondeur. Là, aujourd'hui, je vais survoler. J'espère être suffisamment clair pour vous donner envie d'aller voir un peu plus loin dans cette publication. 5 points pour résumer cette publication. D'abord, la masse financière en jeu. De quoi on parle quand on parle des communes et des intercommunalités à fiscalité propre? Eh bien, on parle d'un volume de dépenses de 159 milliards. Pour mémoire, les départements, c'est environ 73 milliards, les régions et CTU, c'est 37 milliards. Donc on a les 3 grands acteurs des services publics locaux, dont 160 milliards pour le bloc communal. Et on ne traite pas dans cette publication, mais il faut aussi avoir en mémoire que les syndicats, souvent très liés au bloc communal, représentent aussi 20 milliards d'euros. Donc on est du service public et l'exécution de ces services publics à travers ce volume financier.
ces services publics qui sont confrontés depuis quelques mois, quelques années maintenant, à un nouveau phénomène qui est celui de l'inflation. Alors ça va être grandement développé par Luc-Alain Verviche dans le panier du maire. Moi, je me concentrerai sur l'impact sur l'investissement public et ce que porte le bloc communal. On a créé un indice qui n'est pas concurrent avec le panier du maire, qui se concentre sur l'investissement des collectivités locales, le bloc communal, les régions et les départements. Et on crée comme un indice des prix à la consommation, mais c'est un indice des prix des dépenses d'équipement centré sur les collectivités. Le résultat, c'est qu'en 2021, rappelez-vous, on n'était pas à ces niveaux d'inflation générale, mais sur l'investissement public local, on était déjà à 3,8%. 7,3% d'augmentation des prix sur 2022. Et l'estimation que je vous livre aujourd'hui, qui n'est pas dans la publication, mais qu'on a produit pour aujourd'hui et pour cette conférence, on est à 3,2% estimé sur l'année entière en 2023. Ça veut dire quoi pour notre bloc communal, nos communes et nos intercommunalités? Ça veut dire que pour 2023, par exemple, il faut déjà atteindre 2 milliards de dépenses d'équipement supplémentaires pour faire l'équivalent de ce qu'on a fait l'année précédente. Donc on parle de masse assez colossale liée à ces effets prix, elles-mêmes très liées aux coûts dans les travaux publics et les bâtiments, qui sont les principales composantes de ces dépenses d'investissement des collectivités. La traduction de ça, c'est qu'il faut regarder cette courbe des investissements en la neutralisant de ses effets prix. On avait perdu cette habitude, mais il faut le faire maintenant. Donc la courbe bleue, c'était la courbe qu'on a regardée d'habitude pour l'investissement du bloc communal. Moi, j'encourage à regarder la courbe orange, qui nous permet, alors c'est très rapidement conclu, mais qui me permet de tirer deux conclusions. C'est que le niveau actuel des investissements, c'était à la veille de cette année 2023, mais en 2022, c'est un niveau élevé si je le compare au cycle précédent, 2016, 2 années après les élections, 2022, 2 années après les élections, eh bien, on est plutôt à un niveau un cran au-dessus des investissements de 2016, qui n'était pas un mandat record non plus, il faut le préciser, mais on est plutôt sur un niveau élevé dans ce sens-là. En revanche, on est loin d'un niveau record. Il manque plusieurs milliards pour avoir un niveau d'investissement comparable à celui qu'on observait en 2012-2013 ou en 2019. Donc il faut bien arriver à mesurer ces deux choses. Si je regarde la courbe bleue, j'ai tendance à parler d'un niveau d'investissement record. Ce n'est pas le cas. On est sur un niveau élevé, mais qui n'est pas un niveau record de l'investissement public. J'attire votre attention sans détailler sur le fait qu'on a travaillé sur la partie scolaire de ces investissements dans une publication dédiée. Je vous renvoie vers le site de l'Observatoire qui permet notamment de détailler ces 3,6 milliards du bloc communal consacrés uniquement aux équipements scolaires. Alors face à ces investissements, il y a un autre point qu'il faut détailler un tout petit peu, c'est l'autofinancement, ce qu'on appelle l'épargne des collectivités. L'épargne nette, c'est les excédents des recettes de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement. D'accord ? Ils sont consacrés à la section d'investissement, d'abord au remboursement de la dette. Donc quand après on enlève ce remboursement de la dette, on a ce qu'on appelle l'épargne nette. C'est un solde extrêmement suivi par les collectivités et par ceux qui travaillent avec les collectivités, les banques, les partenaires et les observateurs que nous sommes. Cette épargne nette, le constat, c'est qu'elle est bien orientée depuis plusieurs années. Il y a eu le gros à-coup de 2020, mais elle est plutôt bien orientée. Pourquoi ? Parce qu'elle est tirée par des recettes fiscales plutôt favorables, notamment sur l'exercice 2022. Alors elles sont détaillées dans la publication. Je ne les ai pas remises là, mais il y a une augmentation assez sensible des recettes fiscales, notamment de l'assiette, pas tant pour des questions de hausse de taux et de pratique de taux des collectivités, mais plutôt pour une histoire d'assiette. Il y a quelques taxes aussi qui se portent beaucoup mieux de l'après-crise. Je vais prendre un exemple, la taxe de séjour a retrouvé des couleurs qu'elle avait totalement ou quasiment perdues en 2020. Donc ça, c'est le premier constat, elle est plutôt bien orientée. Et puis, je suis obligé de tempérer en disant que si je le déflate avec ce que paye cette épargne, elle paye les investissements. Donc je viens vous dire qu'il y avait des effets prix forts en ce moment sur l'investissement. Si je déflate, j'ai un pouvoir d'achat en investissement qui finalement, en 2022, n'a quasiment pas progressé. C'est mon 2% de capacité d'investissement. Et puis, il faut que je tempère avec un autre point, cette augmentation faciale de 9% en valeur de l'épargne nette, c'est les distinctions entre territoires. Et là, j'ai une belle carte qui n'est pas dans la publication, mais que vous pouvez facilement reproduire sur notre plateforme data.ofgl.fr. C'est la carte de l'évolution de ces épargnes nettes sur les ensembles intercommunaux partout en France. Donc les ensembles intercommunaux, c'est les communes et leurs groupements à fiscalité propre. Eh bien, j'ai 60% des ensembles intercommunaux qui présentent bien une augmentation de cette épargne nette, mais j'ai 40%, donc j'ai 4 ensembles intercommunaux
sur 10 pour lequel cette épargne en 2022 est en baisse. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ça n'empêche pas de dire qu'il y a une bonne orientation de l'épargne globale, mais qu'il faut très rapidement passer à ce genre de cartographie. Typiquement, il y a un effet strat sur 2022. Les communes des strates entre 5 000 et 100 000 habitants sont toutes les strates entre 5 000 et 100 000 affichent des épargnes nettes moyennes qui diminuent. Si je rajoute en plus à l'effet prix dont je vous parlais, on est vraiment sur des reculs sensibles pour ces communes-là. Quatrième et avant-dernier point que je voulais soulever, la dette. De manière très synthétique, je pense que c'est assez peu dit. Si je prends la dette en enlevant Paris, qui est aussi un département, et puis qui est son propre établissement public territorial, donc je ne le place pas dans ma comparaison, eh ben, j'ai une évolution, pour retenir un chiffre à prix constant, donc en déflatant par l'indice des prix, j'ai une évolution de ce stock de dette des communes, des intercommunalités pris dans son ensemble, parce qu'ils gèrent les mêmes compétences, qui est en diminution de 7,5% en 6 ans. Donc, on assiste à prix comparable à un désendettement de ce secteur communal et intercommunal. Et c'est assez peu dit. Alors, ce n'est pas extrêmement violent, c'est l'équivalent de 1% par an, mais c'est un constat. Et derrière ce constat, il y a la situation des communes qui sont sur un parcours de désendettement assez fort, et puis des intercommunalités dont la dette continue de progresser. C'est assez logique, c'est aussi une question de transfert et de compétences. On pense par exemple à l'assainissement. Mais voilà la traduction de ça. Et les intercommunalités sont en train de prendre un poids dans le stock de dette du bloc communal qui est de l'ordre de 45%. Donc à ce rythme-là, alors je n'avais pas prévu de faire de projection, mais on pourrait imaginer à ce rythme-là qu'il y a un équilibre entre la dette intercommunale et communale dans 5, 6, 7 ans si le rythme se poursuit. Troisième constat sur cette dette, le coût est actuellement faible, c'est 2%. Des frais financiers, c'est 2% des dépenses de fonctionnement. Mais on s'attend, bien entendu, ça sera peut-être abordé par les intervenants après, Nathalie Brodin notamment, à un coût de cette dette-là qui va augmenter avec la remontée des taux. Donc ce n'est pas visible en 2022 ou très marginalement, mais ça sera visible à partir de 2023 et puis les années suivantes. Il faut s'y attendre parce qu'on s'est habitué à un autre modèle qui est celui de taux très bas et donc d'un coût financier très bas où ça ne devient plus un sujet. Donc voilà une zone aussi intéressante à travailler. Et je finis les points que je voulais détailler avec vous par les dépôts au Trésor. Ces dépôts au Trésor très célèbres et souvent commentés. Donc c'est la trésorerie notamment de fin d'année, alors qui n'est pas tout à fait la trésorerie de cours d'année non plus, je le précise, mais en tout cas quand on regarde ces dépôts au Trésor à la fin 2022, on est bien sur un niveau de 45 milliards, plutôt fort puisqu'il a augmenté au cours des dernières années, et notamment les 3 dernières années, puisqu'on a pris 30% en plus. Mais il y a deux vraiment principes à retenir sur ces dépôts au Trésor quand on les analyse. D'abord, il faut les regarder par rapport aux dépenses des collectivités, parce que cette trésorerie, ce ne sont que des jours de dépenses de précaution ou d'anticipation. Et on voit bien que dans les petites communes, et c'est historique, on a toujours eu une gestion de trésorerie plus importante, puisque finalement cette trésorerie finale aboutit à des investissements plus importants au bout de quelques années. Donc il y a un effet strat très fort. Donc pour apprécier ça, il faut plutôt regarder par strate et se demander si avoir 30, 40, 50, 60 jours, c'est quelque chose d'absolument excessif ou si ça correspond à une gestion classique pour une collectivité. Et la deuxième chose nouvelle que je vous annonce ici, c'est qu'on a regardé les évolutions par an et que le 3/4 des communes, sur les 8 dernières années, les 3/4 des communes ont eu au moins 3 années de baisse de ces dépôts au Trésor. Donc s'il y a une augmentation de la masse globale, on est bien sur un outil de gestion dans les collectivités. C'est-à-dire que ça augmente, mais il y a une utilisation de sa trésorerie et on repart sur une augmentation et il y a une diminution. On n'est pas sur mais même moi, je me trompais. Même moi, je ne l'imaginais pas, ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une espèce de cumul systématique des dépôts au Trésor. On est sur un outil de gestion, notamment un outil de gestion en période d'incertitude. Et les incertitudes, elles ont été assez nombreuses pour les collectivités. Crise Covid, prix de l'énergie, voilà, et les enjeux qui se portent maintenant sur les collectivités. Donc ma conclusion, c'est que ce bloc communal, on est bien en face d'un bloc avec des compétences majeures et un rôle majeur sur nos territoires, sous l'influence des prix comme les autres acteurs, voilà, avec des équilibres financiers consolidés, si je regarde l'épargne, mais qui nécessitent des observations au niveau territorial. Ça nous permet d'éviter de dire des choses plutôt grossières vis-à-vis de certaines collectivités qui peuvent avoir des souffrances de côté de leur épargne. Et puis une dette maîtrisée.
et il faut le répéter, il faut l'assumer et le dire, c'est une dette maîtrisée avec un coût maîtrisé jusqu'à aujourd'hui. Et une trésorerie moins structurelle qu'en apparence, c'était mon dernier point. Et maintenant, l'idée, c'est de rebondir et de se projeter un tout petit peu sur 2023 et éventuellement les années qui viennent avec Nathalie Brodin du service finance de l'AMF. Et je reste à votre disposition, bien entendu, pour détailler ces résultats. Merci Thomas. Nathalie. Bonjour à tous. Alors, nous allons étudier les tendances 2023 et les perspectives pour 2024. Alors, vous signalez que ces analyses sont fondées sur les chiffres délivrés par la Direction générale des finances publiques et bien évidemment corrigées de l'inflation, comme l'a expliqué Thomas. Alors d'abord, les tendances 2023. Sur le fonctionnement, en 2023, on aurait une hausse des dépenses de fonctionnement de plus de 5%. Comme vous le savez, les dépenses de fonctionnement pour les 3/4, c'est des dépenses de personnel d'une part et des achats et charges externes d'autre part. Donc les dépenses de personnel vont augmenter de 4% par rapport à 2022. C'est les hausses successives du point d'indice, instaurées en 2022, mais qui jouent en année pleine en 2023. La hausse de 2023 venant s'ajouter pour faire une charge supplémentaire de 1,4 milliard en 2023. Sur la hausse des achats et charges externes, alors elle est significative puisque c'est une hausse de plus de 7%. Donc une hausse importante, la plus haute qu'on ait jamais enregistrée sur les derniers mandats. Mais il faut avoir en tête, comme le disait Thomas, que l'inflation y est pour beaucoup. Et quand on ramène l'augmentation en euros constants, on se retrouve en réalité avec une augmentation des achats et charges externes d'un peu plus de 3%, 3,3%, c'est-à-dire le niveau d'augmentation de l'année dernière à peu près. Troisième raison de la hausse des dépenses de fonctionnement, c'est bien évidemment les charges financières. Elles augmenteraient de plus de 10% en 2023. Alors pourquoi cette hausse ? Comme vous le savez, la Banque centrale européenne a décidé de maintenir à des taux élevés ses taux directeurs. Vous savez, les taux directeurs, c'est les taux auxquels se refinancent les banques et qui conditionnent notamment les taux des prêts aux collectivités locales. Donc ces taux directeurs sont maintenus à des niveaux élevés, 4,5% en septembre dernier, jusqu'à ce que l'inflation redescende en dessous des 2%. C'est la politique de la BCE. Deuxième élément qui a joué sur les charges financières, c'est tous les prêts qui sont adossés au taux du livret A. Et ce taux du livret A a triplé en un an. Côté recettes, alors que s'est-il passé? Elles ont augmenté, elles, de plus de 6%. Grâce notamment à l'évolution des bases. Vous savez que la revalorisation des bases a été de 7,1% en 2023. Mais il faut avoir en tête que ces 7,1%, ça ne s'applique pas à toutes les ressources locales. Ça s'applique aux impôts locaux. Et en plus de ça, depuis un certain temps, comme vous le savez, depuis la suppression de la TH, le périmètre des recettes à la main des collectivités locales se réduit. Donc ces 7,1% s'appliquent à un périmètre réduit. Alors je vous ai mis un petit schéma pour vous donner l'évolution du produit des impôts locaux depuis 2020. Et comme vous le voyez sur ce schéma, on passe de 60,7 milliards d'euros à 53,7 milliards d'euros environ aujourd'hui. Cette évolution, donc une perte de 7 milliards d'euros, serait due notamment au remplacement de 7 milliards d'euros de TH par de la TVA et la perte de la CVAE. Sur les autres recettes de fonctionnement, il y a une hausse de la DGF en valeur, plus 320 millions d'euros, ce qui a permis effectivement cette année à 90% des communes de voir leur DGF maintenue. Maintenant, la DGF, en volume, elle continue de baisser. 1,7%, on est loin de l'inflation. Et si on avait voulu une DGF qui augmente à hauteur de l'inflation, il manque encore 410 millions d'euros. Alors, c'est très important cette histoire de la DGF, parce que comme on l'a vu sur le mandat 2014-2020, la DGF, c'est un effet de levier sur l'investissement. C'est une ressource, 15% des recettes réelles de fonctionnement, une ressource libre d'emploi qui joue un rôle majeur dans l'autofinancement et donc dans une recette immédiatement mobilisable.
La hausse des recettes, c'est dû aussi à la prévision d'évolution de la TVA, plus 3,7%. Mais là encore, il faut signaler que cette hausse de la TVA est moitié moindre que ce qu'aurait la TH si elle avait été maintenue, 7,1%. Et il y a eu évidemment tout ce qui est filet de sécurité, amortisseurs, tarifs réglementés. Sur les filets de sécurité, effectivement, ça participe aux recettes. Ceci étant, les collectivités les plus en difficulté en ont été exclues. Sur l'amortisseur électricité, par contre, c'était une disposition qui avait été proposée par l'AMF. Et c'est un dispositif qui a joué puisque ça s'applique directement aux factures d'électricité. Sur les tarifs réglementés aussi, ça a permis de réduire les dépenses. Que s'est-il passé finalement en 2023 sur l'épargne et l'investissement? Au total, en 2023, les investissements augmenteraient d'environ 9%. Mais quand on pondère par l'inflation, on se retrouve en réalité avec une augmentation des investissements de 5% et une épargne qui augmenterait de 10%. Et on se retrouve cette année encore dans un modèle économique de construction des budgets locaux où le cap est d'abord mis sur l'épargne, les investissements augmentant plus faiblement. Alors on le verra, cette évolution est due notamment à la réduction considérable du levier fiscal et de la volatilité des recettes adossées à la TVA. Alors comme on le voit là sur le premier schéma, depuis 2019, la ligne de tendance en pointillé montre une augmentation de l'épargne. Par contre, quand on regarde l'investissement depuis 2019, on est plus sur un tassement de l'évolution des investissements. Alors, un certain nombre de contraintes, comme je vous le disais, pèsent sur l'épargne. C'est d'abord la disparition progressive du levier fiscal. Pourquoi? Parce qu'en 2017, vous aviez 62% du panier fiscal qui reposait sur la TH et sur la taxe sur le foncier bâti. En 2023, on a 63% du panier fiscal qui repose plus que sur la seule taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc ça joue parce que ça réduit considérablement les marges de manœuvre des élus locaux qui n'ont plus qu'un levier d'action pour ajuster les recettes aux dépenses et à l'évolution des programmes pluriannuels d'investissement. S'ajoute la faible visibilité sur l'évolution de la TVA, puisque en début d'année 2023 a été annoncée une hausse de TVA de 5,1%. Et en fin d'année, le chiffre effectif, c'est une évolution de plus 3,7%, avec des collectivités qui vont devoir rembourser la différence en début d'année 2024. Donc ce manque de visibilité sur la TVA n'est pas bonne pour l'investissement. Deuxième élément qui pèse sur l'investissement, c'est le fléchage des dotations. Et là, en 2023, on a eu un renforcement de ce fléchage sur la DSIL, puisque 25% des crédits étaient fléchés sur la transition écologique. Sur le fonds vert, alors sur le fonds vert, vous vous souvenez qu'en 2023, c'était 2 milliards annoncés, et au final, 500 millions d'euros en crédit de paiement sur 2023, financés sur la CVAE. Vous vous souvenez que le différentiel de compensation de la CVAE a été affecté au fonds vert. Donc là, typiquement, on a une recette qui était libre d'emploi, qui était la CVAE, donc immédiatement mobilisable, qui est transformée en recette fléchée pour les collectivités locales. Recette fléchée sur les priorités de l'exécutif. Autre élément qui a pesé, c'est évidemment l'exclusion des dépenses d'aménagement de l'assiette du FCTVA. L'envolée de l'inflation, bien évidemment, je n'y reviens pas. Et les frais financiers, puisque le recours à l'emprunt a baissé en 2023, ce qui confirme d'ailleurs ce ralentissement des investissements. Au total, donc, en 2023, quand on calcule en euros constants, on se retrouve finalement avec un volume d'investissement déflaté, donc, qui est à un niveau équivalent, voire légèrement inférieur, à l'investissement réalisé en 2011. Alors on peut dire que ça a augmenté effectivement par rapport à 2017, sauf que 2017, c'est un mandat qui ne peut pas être un point de comparaison valable en analyse financière, parce que c'était un mandat qui a été extrêmement bousculé par la baisse des dotations, par la carte intercommunale, donc on ne peut pas estimer que le mandat précédent est un point de comparaison.
Sur les perspectives 2024, alors, on va observer les mêmes tendances avec les dépenses de personnel là, qui vont jouer en année pleine avec 2 milliards d'euros pour le bloc communal. L'inflation donc qui va être effectivement maintenue et les taux d'intérêt puisque la BCE maintiendra ses taux directeurs tant que l'inflation ne sera pas au-dessous des 2%. On assistera à la poursuite de ce qu'on peut appeler une recentralisation des recettes avec une augmentation des bases qui, quelle qu'elle soit, s'appliquera à un panier fiscal réduit, une TVA dont on ignore en amont quelle sera l'évolution, puisque ça peut bouger jusqu'à la fin de l'année, et puis des dispositions de la loi de finances elle-même. Pourquoi? Parce que le PLF, actuellement, prévoit par exemple 2 nouvelles exonérations de taxes foncières sur les propriétés bâties qui ne seront pas compensées, donc à la charge des collectivités. Elle prévoit de nouvelles baisses de dotation à hauteur de 27 millions d'euros, cette loi de finances. Elle renforce enfin le fléchage des dotations d'investissement, c'est-à-dire que la DSIL qui était fléchée à hauteur de 30%, de 25% en 2023, ça sera 30% sur la transition écologique. Idem pour la DETR. Quant au fonds vert, c'est 1,1 milliard de crédits de paiement annoncés qui seront aussi fléchés. Alors vous allez me dire, il y a quand même des dispositions dans le PLF qui prévoient des suppléments de recettes, mais ces suppléments de recettes sont très très loin de pouvoir compenser les baisses. Alors effectivement, le PLF 2024 réintègre les dépenses d'aménagement dans l'assiette du FCTVA, mais ça ne fait que 40 millions. Il y a des dotations qui augmentent. La dotation aux aménités rurales et la DTS passent à 100 millions d'euros chacune. Et il y a aussi, dernier élément en termes de recettes, c'est la possibilité de délier, à certaines conditions, le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires du foncier. Alors je reviens sur ce manque à gagner pour les collectivités locales et vous dire aussi que les pertes de DGF depuis 2008, parce que 2008 c'était les premières mesures qui plafonnaient l'évolution de la DGF, quand on regarde depuis 2008, c'est 72 milliards d'euros perdus par le seul bloc communal sur la DGF. Donc, on est bien loin de compenser les pertes. Donc, on peut se poser la question, parce que depuis 2014, on est sur un investissement soit qui baisse, soit qui augmente peu. On peut se poser la question de savoir si le nouveau modèle économique de construction des budgets locaux ne conduit pas à une contraction structurelle de l'investissement, à cause, bien évidemment, de la suppression quasi totale du levier fiscal, à cause de la non-indexation de la DGF, d'une TVA volatile. D'ailleurs, à ce sujet, on peut se poser la question de la pérennité de la TVA dans les budgets locaux. Quand un État se délaisse de plus de la moitié de ses ressources TVA, on peut se poser la question de savoir si cette option sera durable ou pas. Dernier élément d'importance, c'est est-ce que la dégradation de la situation financière des départements va ou non peser sur les cofinancements de l'investissement avec le bloc communal, puisque vous savez que nombre d'investissements du bloc communal sont en réalité des cofinancements avec les autres collectivités et en particulier les départements. Donc pour conclure, si on devait regarder combien d'investissements il manque juste pour atteindre le niveau d'investissement du mandat 2008-2014, sur ce mandat-là, il manque combien? En volume, hein, on est toujours en volume. Sur ce mandat-là, il nous faudrait encore 79 milliards d'investissements en 24 et 25 et 26 pour arriver juste au niveau du mandat 2008-2013. Je vous remercie. Merci Nathalie. Luc-Alain Verviche. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci Nathalie. Merci Thomas. Je n'ai pas de lunettes. Vous me permettez de faire comme si j'en avais des roses pour commencer. Pour une raison assez simple. Je vais vous présenter donc l'indice des prix à la dépense communale, ce qu'on appelle le panier du maire, que nous publions pour la 18e année. Et la première caractéristique, je crois, c'est la décélération de l'inflation. L'année dernière, nous avions adapté la méthode puisque jusque-là, nous présentions l'indice des prix arrêté au 30 juin de l'année. L'année dernière, on a adapté pour le présenter au 30 septembre parce que clairement, l'accélération de la hausse des prix était quelque chose qui se faisait ressentir évidemment dans toutes les communes et nous ne pouvions pas passer à côté.
Ce qui se passe cette année, c'est un peu le mouvement inverse. C'est-à-dire que si on s'arrête effectivement au deuxième trimestre, on a une augmentation des prix qui reste relativement élevée. Vous voyez, 7,7% en intégrant en fait les charges financières, plus donc que ce que nous constations en septembre 2022. Mais si l'on regarde en septembre 2023, on a cette décélération que je disais, 6% en intégrant les charges financières. Et c'est évidemment quelque chose qui reste significatif, bien évidemment, puisque ce sont des rythmes de croissance des prix qu'on n'avait pas connus depuis très longtemps, depuis les années 80 en fait, et qui, ça aussi, c'est structurel et c'est, sinon permanent, en tout cas quelque chose qu'on observe depuis longtemps, supérieur à l'indice des prix à la consommation des ménages. Ce qui est une caractéristique à soulever, puisque comme vous le savez, l'indice des prix à la consommation sert de référence par ailleurs à un certain nombre d'orientations de l'État, notamment dans le cadre de sa prospective de finances publiques. Alors qu'est-ce qui cause ce phénomène de décélération? D'abord le fait que dans certains cas, on a des prix qui se calment. Les deux courbes que vous avez sur la gauche, qui représentent en fait l'évolution notamment des dépenses d'énergie et des dépenses de carburant et de combustible, traduisent en fait le phénomène qu'on a vu au cours de l'année 2023, après la très forte accélération constatée en 2022, des indices des prix à la production qui diminuent, ou en tout cas dont le rythme d'évolution diminue. Les autres, et vous le voyez, qui pèsent évidemment beaucoup plus en termes d'accélération dans l'indice des prix général qui figure sur les courbes d'en bas, avec quand même quelques caractéristiques qu'il faut rappeler, c'est que nous prenons en compte les indices à la production parce que nous ne sommes pas capables méthodologiquement de savoir en matière d'énergie ce qui est réellement payé. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger le fait, bien évidemment, que l'État, dans le cadre de la loi de finances 2023, avait pris un certain nombre de mesures d'atténuation, que nous serons éventuellement en mesure d'estimer, lorsque les comptes de l'État 2023 permettront de savoir quel a été le montant des crédits consacrés par exemple à ce qu'on a appelé l'amortisseur électricité ou le bouclier tarifaire, mais pour l'instant on a inévitablement, si vous voulez, une situation qui est sans doute légèrement surévaluée, j'y insiste, par rapport à la réalité des prix rencontrés dans les collectivités locales du fait de ces mesures. Deuxième caractéristique, Nathalie l'a évoqué tout à l'heure, c'est évidemment l'impact de l'évolution du point d'indice, à la fois en 2022 et en 2023. Vous le voyez sur le graphique de droite, ce sont les courbes qui sont représentées ici, avec l'indice des prix du personnel, donc qui augmente évidemment de façon assez brutale, et dont on verra vraisemblablement effectivement la poursuite en 2024, à cause de l'effet année pleine de la revalorisation de juillet 2023, et à cause de l'ensemble des mesures spécifiques, à la fois les augmentations de points, mais aussi, vous le savez, la revalorisation, par exemple, des traitements des secrétaires de mairie, des conditions d'exercice des secrétaires de mairie. Trois autres éléments qui jouent évidemment dans l'évolution des prix. Le premier en haut à gauche, c'est l'évolution des taux d'intérêt. On en a parlé. Extrêmement brutal l'année dernière, vous le savez, qui avait d'ailleurs provoqué un certain nombre de tensions sur la capacité à emprunter du fait des règles relatives à l'application du taux d'usure. Les choses aujourd'hui au niveau de la Banque Centrale Européenne, effectivement, semblent désormais stabilisées et la Banque Centrale Européenne joue par définition essentiellement sur les taux courts, c'est le taux de ce qu'on prend ici comme référence qui est le Ribor 6 mois et qui était encore très proche de zéro il y a une poignée de mois si je puis dire, ou en tout cas une toute petite poignée d'années. Et puis vous avez un phénomène alors qui est plus intéressant peut-être à regarder, c'est l'évolution des taux longs. Évolution des taux longs qui aujourd'hui montre notamment que les marchés anticipent, eux, une baisse des taux à horizon de 12, 18 ou 24 mois. Les marchés, en quelque sorte, font confiance à la Banque Centrale Européenne pour considérer que sa stratégie est en train de réussir. Est-ce que les éléments le confirmeront? Bien malin qui pourrait le dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment dans l'offre bancaire, on a une stabilisation des dispositifs et par voie de conséquence une hésitation bien sûr des emprunteurs entre le taux révisable qui aujourd'hui est un peu plus cher que le taux long mais qui pourrait baisser assez rapidement et puis le taux long fixe classique qui est souvent privilégié notamment par les petites communes. Et puis deux éléments complémentaires.
L'inflation des coûts de la construction, Thomas en a beaucoup parlé, je ne vais pas y revenir. Elle s'est manifestée très très fortement l'année dernière, effectivement, du fait à la fois de l'augmentation des prix des matières premières et des effets de diffusion de l'inflation sur les ménages qui ont abouti évidemment à une revalorisation des salaires dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Aujourd'hui, la question qui se pose sur les coûts de construction est peut-être moins celle de l'inflation des prix que celle de la capacité à trouver en fait des entreprises intervenantes, ce qui, évidemment, dans la perspective de la transition énergétique notamment, pourrait poser des difficultés. Et puis le dernier graphique, hein, c'est celui qui vous traduit en fait l'inflation des prix alimentaires, qui avait jusqu'en juin 2022 été finalement très très correctement maîtrisé, et que les communes, en revanche, ont vu augmenter assez rapidement à partir de l'automne 2022, avec derrière une conséquence tout à fait significative, moins sur le poids dans les budgets locaux des prix alimentaires que sur la répartition de l'inflation entre le budget communal lui-même et puis les contributions des familles, puisque vous le savez, les familles contribuent en général à une hauteur qui est loin de couvrir les prix de la cantine aux dépenses d'alimentation. Et bien évidemment, les ménages en question sont eux-mêmes frappés par les effets de l'inflation qui les touchent. Donc, voilà pour les lunettes. Alors, vous voyez, elles sont passées de rose à gris progressivement. Il est clair qu'on a une situation de décélération. On peut imaginer qu'en 2024, cette décélération se poursuive. Je pense qu'il est important quand même de préciser deux choses. La première, c'est que toutes les collectivités ne sont pas touchées de la même façon. Depuis plusieurs années, nous réalisons une adaptation par strate, alors par 3 grandes catégories de communes de l'indice des prix, parce que clairement, la masse salariale est proportionnellement plus importante dans les grandes communes que dans les toutes petites. En revanche, les toutes petites subissent davantage les effets d'un certain nombre de dépenses, de charges à caractère général, et notamment, on va le voir tout à l'heure, de ce que nous appelons les achats non stockés, dans lesquels on va trouver par exemple les carburants et les prix énergétiques. Et c'est vrai que si on regarde la réalité par strate, vous voyez qu'en fait, dans les communes de moins de 3500 habitants, l'indice des prix semble plus élevé que dans les communes de plus de 3500. Mais je le répète, en faisant attention au fait que dans les plus petites de ces communes, le bouclier tarifaire a pu effectivement en 2023 atténuer la réalité des prix à la production. On pourrait insister sur le fait que vraisemblablement en 2024, on aura un effet un peu inverse parce que le cumul des décisions en matière de masse salariale jouera sans doute davantage sur les collectivités de 3500 et de plus de 10 000 habitants. Et puis, dernier élément que je voudrais souligner, c'est le fait que l'impact de telle ou telle hausse des prix n'a pas le même effet sur les communes en fonction de leur situation. Dans la deuxième publication que nous faisons avec l'Association des maires de France, qui s'appelle Territoire et Finances, et qui est un guide des ratios par catégorie de communes et par appartenance intercommunale des communes et par, là aussi, niveau démographique, vous voyez qu'on a essayé de représenter ce que nous appelons les achats non stockés, l'évolution entre 2021 et 2022 en euros par habitant. Et on voit très clairement, bien sûr, que ce sont les communes de plus de 10 000 habitants qui ont connu l'évolution la plus forte. Et à l'intérieur de cette évolution, un coût des combustibles et des carburants qui, lui, a augmenté à peu près de la même façon, ce qui est assez logique, puisque les conditions d'utilisation en fait, de déplacement sont à peu près les mêmes, quelles que soient les collectivités. En revanche, le prix de l'énergie a un impact sensiblement plus important, tout simplement parce qu'on retrouve plus d'équipements de centralité dans des communes. Et donc, évidemment, quand il faut éclairer une école, quand il faut chauffer un gymnase, quand il faut éventuellement chauffer une piscine, même si on la chauffe un peu moins qu'avant, ça a bien évidemment un coût plus important. D'où la nécessité, comme Thomas le disait tout à l'heure, de regarder par territoire, de considérer qu'en fait, les communes sont un tout, mais qu'elles sont aussi extrêmement diverses. Et les solutions qu'il faut trouver, il faut les trouver à cette aune-là.
Voilà ce que je souhaitais dire, en précisant que tous ces documents sont bien évidemment en ligne sur le site de l'Association des maires de France, sur le site de l'OFGL et sur le site de la Banque Postale. Enfin, on n'héberge pas ceux de l'OFGL et tu n'héberges pas ceux de la Banque Postale, mais on est évidemment dans une logique de publication coopérative et je pense que c'était important de le dire. Voilà pour ce qui concerne liste des prix. Merci beaucoup pour ces présentations. Je vais maintenant donner la parole à Philippe. Merci André, merci à nos 3 présentateurs et à leurs équipes. Hein. Donc c'est une vieille tradition maintenant, hein, n'est-ce pas? Écoutez, moi je veux simplement peut-être insister sur 2 ou 3 points qui nous paraissent importants. Et d'abord insister sur, donc Luc Alain vient de le faire, mais ça a été dit aussi par les autres présentateurs, sur le fait que les situations sont de plus en plus disparates au sein du bloc communal, de plus en plus disparates. Et raisonner de manière macroéconomique, naturellement, c'est utile, on peut le comprendre au niveau de l'État, mais nous ne pouvons pas, nous, qui avons en adhérant l'ensemble de ces collectivités, on ne peut pas raisonner comme ça. Il faut évidemment qu'on aille plus dans le détail et qu'on voit exactement comment les choses se passent. Et ce que nous constatons, c'est que dans la catégorie des villes moyennes, des petites villes, il y a énormément de tensions budgétaires. Pour toute une série de raisons, mais je crois que ça a été dit donc assez clairement. Il y a aussi, et je remercie Thomas d'avoir publié cette carte très importante. Hein. Je ne sais pas si vous avez regardé les zones dans lesquelles, les zones qui étaient en rouge et les zones qui étaient en bleu. Alors moi, il y a une région que je connais particulièrement bien, c'est l'Île-de-France, et notamment la métropole du Grand Paris. C'est extraordinaire. Toutes les communes, dans la métropole du Grand Paris, il y a 130 communes. Toutes les communes les plus défavorisées de la métropole étaient toutes en rouge. Je dis d'autant plus volontiers que moi, je ne suis pas dans ce cas-là. Ma commune n'est pas dans ce cas-là, mais était tout en rouge. Et ça veut dire qu'en réalité, nous sommes en train de créer, par la situation actuelle, des inéquités considérables. Et ces inéquités, elles sont liées au fait que les collectivités, les communes qui disposent de bases foncières importantes ont connu l'année dernière une hausse importante des bases, et sans toucher les taux, donc avait une recette supplémentaire importante qui a d'ailleurs expliqué aussi la bonne tenue moyenne de l'épargne brute. Mais les communes qui, en revanche, ont des bases foncières beaucoup plus faibles et dont les budgets dépendent davantage des dotations de l'État, celles-ci ont connu des difficultés et connaissent des tensions. Et ça va recommencer l'année prochaine, puisque l'année prochaine, on annonce une hausse des valeurs locatives de l'ordre de 4%, un peu plus de 4%. Bon, on saura ça dans quelques jours, mais enfin, disons 4%. Mais une augmentation et une hausse de la DGF qui est extrêmement limitée, à quelques dizaines de millions d'euros. Et donc, par conséquent, nous aurons, là encore, des différences qui vont se creuser entre des communes qui dépendent davantage des dotations de l'État parce qu'elles sont dans une situation de population défavorisée, qui auront donc une partie de leur recette importante qui ne sera pas indexée, alors même que celles qui ont moins de dotations et qui ont une ressource davantage axée sur la taxe foncière connaîtront donc l'augmentation des bases à taux constant. Et donc là, nous sommes en train de créer de vraies inégalités qui vont être dramatiques dans les années qui viennent. Et c'est la raison pour laquelle l'Association des maires de France a demandé l'année dernière, elle ne l'a pas demandé pour qu'il y ait plus d'argent comme ça par une lubie d'élu local. Elle l'a demandé pour des questions de justice. L'indexation de la DGF, c'est une question de justice. Alors après, je sais, et nous savons tous que la répartition de la DGF entre les communes, les critères de péréquation ne sont pas excellents et qu'il y a des imperfections. Sans doute. Ça n'empêche que ça fonctionne quand même. Et que même si nous devons les revoir, en tout cas, ça fonctionne. Et donc, par conséquent, l'indexation de la DGF, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Et puis, je veux dire que nous sommes devant
deux enjeux importants, ça a été souligné. Le premier enjeu, je dirais, c'est naturellement l'investissement. Alors, on a vu que finalement, même une progression de l'épargne n'entraîne pas forcément une augmentation des investissements. Et c'est normal. C'est normal parce qu'un certain nombre de nos collègues maires sont prudents par rapport à l'avenir. Ils ont connu des dégradations, ils ont connu des modifications substantielles de leur système de financement. On pense naturellement à la suppression de la taxe d'habitation. Et donc, ils sont prudents par rapport à l'avenir. Et donc, engager des investissements à long terme, des investissements importants qu'il faudrait pourtant faire, notamment en matière de transition, eh bien, un certain nombre d'élus sont hésitants à le faire, naturellement, compte tenu de ces incertitudes. Et puis, le deuxième enjeu, c'est le maintien de nos services publics de proximité. Et là, on parle pour l'essentiel pour les communes. Les communes sont très gros employeurs. D'agents publics et notamment d'agents publics de catégorie C. Est-ce que vous savez que plus de la moitié des agents publics territoriaux, il y en a presque 2 millions, plus de la moitié des agents publics territoriaux aujourd'hui ont une rémunération inférieure à 1,5 fois le SMIC. Plus de 50% des 2 millions d'agents territoriaux ont une rémunération inférieure à 1,5 fois le SMIC. C'est une situation, je le dis, et je sais que un certain nombre de maires vont peut-être m'en vouloir, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Qui dit service public, dit agent public. Si nous ne parvenons pas à recruter des agents compétents, formés et engagés pour le service public, parce que la rémunération, parce que c'est un des principaux facteurs du manque d'attractivité, parce que la rémunération est trop faible, nous ne pourrons pas maintenir ces services publics qui paraissent évidents à peu près tous nos concitoyens. Il y a des écoles, il y a des crèches, il y a des centres de loisirs, il y a des équipements culturels, des équipements sportifs, on s'occupe de balayer la voirie, d'entretenir les espaces verts. Mais tout ça, si on ne peut pas et s'il n'y a pas un renforcement de l'attractivité de la fonction publique territoriale, eh bien nous ne pourrons plus le faire. Ça veut dire que ça va créer de toute façon des tensions sur les dépenses de fonctionnement. Et je reviens et je rejoins naturellement la question de l'indexation de la DGF. Et puis un dernier point. C'est la question des dotations fléchées. Nathalie a dit tout à l'heure qu'il y avait en effet des dotations plus importantes aujourd'hui qu'hier s'agissant de l'investissement. Mais ce sont des dotations fléchées. C'est-à-dire qu'on vous dit, si vous faites ça, monsieur le maire, on vous donnera un peu d'argent, mais si vous ne faites pas ça et si vous faites autre chose, on ne vous donnera pas. C'est à total rebours avec ceux pour lesquels nous nous sommes toujours battus depuis maintenant plus de 40 ans. La loi de 79 sur la DGF, la loi de 80 aussi sur l'autonomie fiscale, c'est à total rebours. C'est une façon de déresponsabiliser les élus locaux que naturellement nous ne pouvons pas accepté et sur lequel nous attirons vraiment l'attention à la fois du gouvernement, du président de la République et du Parlement. Cette situation et ce mode de financement des collectivités territoriales et notamment des communes n'est pas viable à terme. C'est un cri d'alarme que nous lançons aussi de ce point de vue aujourd'hui. Antoine Homé. Merci, merci André. Cher Philippe, cher André, oui, bien sûr, mais vous l'avez peut-être fait également, dire que nous aurions dû être 4. Et nous pensons à Pierre Breteau, qui nous a quittés il y a 3 semaines, mon coprésident de la Commission des Finances, enlevé tragiquement par une longue maladie à l'âge de 53 ans. Donc c'est vrai qu'il aurait été là avec nous et je voulais avoir cette pensée. Je vous ai rejoint, mais d'abord j'ai entendu la fin de l'intervention de Louis Callin et puis j'avais lu avec attention bien sûr les contributions écrites de Nathalie, avec laquelle je travaille, j'allais dire, tous les jours, et également de notre directeur de l'Office de la gestion publique locale. Donc je les remercie tous les 3 pour la qualité des travaux qui, je le sais, sont des travaux collectifs, comme les maires. Un maire ne vaut qu'avec son équipe et vous-même, vous avez des équipes tout à fait compétentes. Ce que j'en ai retenu, et je vais peut-être redire un certain nombre de choses, c'est quand même, bien sûr, l'inflation, ces dépenses qui augmentent à tous les niveaux. Ça crée un climat anxiogène avec, sur le volet recettes, mais ça Philippe l'a bien dit, une situation de plus en plus variable et de plus en plus injuste. Je reviens ici à l'affaire de la DGF. Alors j'ai fait des auditions au Sénat la semaine dernière, la semaine d'avant, puisque nous sommes probablement le seul pays au monde où l'Assemblée nationale, grâce au 49.3 ou à cause du 49.3, ne peut pas débattre du budget de la France. C'est quand même un véritable scandale démocratique. Donc je vais au Sénat et on insiste sur la DGF, sur l'indexation.
très sincèrement, l'an dernier 320 millions, là 220 sont prévus. Nous avons fait des amendements, y compris des amendements de repli. On ne peut même pas financer une montée en charge au même niveau de la DSU par rapport à la DSR. C'est le retour de ce qu'on appelle les variables d'ajustement, par exemple sur les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, qui concernent des communes, souvent des communes populaires, des communes qui ont des besoins dans les territoires industriels. Bref, ça ne va pas du tout. Alors, nous ne sommes pas grincheux par principe, mais cette année, c'est encore pire que l'an dernier. Alors, j'avais hier soir, ça, je me suis couché tard, je me suis levé tôt, parce que l'Alsace, c'est beau, mais c'est pas à côté. J'avais une réunion publique. Et puis, il y a un citoyen, ils sont lucides, on ne va pas parler que de voirie, de sens unique et d'assainissement. Il m'a dit, dites donc, l'histoire de la TH, là, de M. Macron, c'était une arnaque, hein, parce que vous vous rattrapez sur la foncière. Je dis, mais oui, parce que d'une part, il n'y a pas eu de compensation à l'euro, mais les besoins sociaux, ils sont là. Moi, par exemple, on m'a repris une partie du produit 2018-2019 parce que nous avions fait une légère variation de taux. Donc les gens, ils sont lucides et ils comprennent bien ce phénomène de recentralisation. D'ailleurs, dans ces réunions publiques, je fais, dans le temps, ça les ennuyait beaucoup. Là, c'est plus le cas, beaucoup de pédagogie sur l'étranglement financier et fiscal des collectivités. Donc les citoyens sont parfaitement lucides et ils ont compris cela. Et ça va contre l'esprit de la décentralisation, bien évidemment. Alors notre crainte, ça a été dit, c'est comme sur l'investissement public. Les voyants ne sont pas au vert et nous sommes des acteurs économiques. Ça aussi, nos habitants, ils ont compris que nous, quand on investit, on fait travailler le BTP local, le chef d'entreprise et le carnet de commandes et que quand on est en fonctionnement, eh bien, on fait, par exemple, les cartes d'identité et les passeports. Alors, en allant tôt ce matin, là, je discutais, j'avais pris pour une fois un chauffeur de taxi. Et il me dit, ah oui, je suis venu faire les cartes d'identité, les passeports chez vous, c'est vachement bien là. Qu'est-ce qu'ils sont agréables? Je dis, oui, ils sont agréables, du coup, beaucoup de monde vient dans ma mairie. Je dis, mais vous savez, j'ai 2 employés à temps plein. Donc, elles sont mal payées, voilà, hein, 1 400 € avec le RIFSEP, c'est une catastrophe. Si j'additionne les charges, les 2 emplois de catégorie C d'adjoint administratif coûtent à la ville 50-55 000 €. Combien l'État me compense-t-il? Il me dit, ah, vous n'êtes pas compensé entièrement si vous me dites ça, hein. Allez, je vais être dur, 25 000. Je lui dis 8 000, vous avez gagné. Voilà, c'est ça la réalité. Il y a une augmentation des dépenses contraintes, des inégalités territoriales fortes et des charges transférées qui tombent, comme on disait, comme à gravelotte. Donc ça suffit. Aujourd'hui, dans l'étude, on parle du panier fiscal. Alors vous voyez qu'il se réduit pour l'essentiel et pour les 2 tiers au foncier bâti. Alors je vais faire une formule devant André, qui est un spécialiste. J'allais dire, c'est plus un panier, c'est une anse. ANSE, d'une certaine façon, c'est un panier troué. Donc on est dans une situation qui n'est pas tenable. Et je le dis, donc il faudra bien un jour qu'on ait ce Grenelle des recettes avec une réflexion pour qu'on ait à nouveau des ressources sécurisées et qu'on revienne effectivement sur la façon dont la loi organique définit les ressources propres. Ça ne va pas du tout. Alors je termine sur 2-3 points d'actualité, on va laisser du temps pour les questions. Vous avez peut-être parlé du filet de sécurité. Alors j'avais une métaphore tennistique, là aussi André appréciera. C'est pas un filet de sécurité, hein, c'est une raquette petit ami trouée. Je fais partie des heureux appelés à rembourser. Voilà. Alors je le dis quand même, je suis le vice-président de finance de l'AMF, j'avais eu la DDFIP qui m'avait appelé, monsieur le maire, demander l'avance. Alors moi j'étais un peu méfiant, mon directeur des finances m'a dit, écoutez, si le fisc vous appelle pour vous donner des sous, ça n'arrive pas tous les jours, vous dites oui. Eh bien voilà, ça y est, sur les 12e de novembre, on va me prendre 47 500 et idem sur décembre. C'est absolument inadmissible. On l'avait dit au CFL avec André Laniel et Philippe Laurent, 26 000 étaient visés, 4 000 furent atteints, 3 000 n'arrivèrent pas au port. Donc ça veut dire que la contribution du gouvernement à la couverture des dépenses d'énergie, eh ben, c'est 1000 communes. Donc c'est un résultat catastrophique. Et évidemment avec des critères technocratiques sur l'autofinancement, etc., qui ont fait que beaucoup de communes qui sont plombées sont replombées. Voilà, vous ajoutez à ça évidemment la chute des DMTO, déjà sensible, 6, 10, 15% sur les communes, un marché immobilier en panne, aucune mesure dans le PLF, sinon une exonération proposée par les collectivités sur le bâti ancien, et des taux d'intérêt qui sont, il y a ici un certain nombre de banquiers, aujourd'hui à 4, 4,5, même 5, ça dépend un petit peu des emprunteurs publics. Donc tout cela nous brosse un tableau préoccupant, il ne faut pas s'étonner, et j'en ai croisé évidemment dans le train, vous imaginez, les wagons étaient pleins de mer, qu'ils viennent avec plaisir, mais
tenaillé par une forme d'angoisse, et notamment sur les sujets financiers et fiscaux, pas seulement, on parlera d'autres sujets, mais quand même. Voilà ce que je voulais vous dire. On garde le moral, mais il faut quand même dire qu'une nouvelle étape de la décentralisation, et notamment au plan financier, est plus que jamais nécessaire. Voilà, cher André, ce que je voulais dire en quelques mots. Merci. J'ajouterai très peu de mots pour laisser quand même à chacune et à chacun la possibilité de poser les questions qu'il souhaite. J'insisterai sur 3 points. La différenciation, ça a été évoqué plusieurs fois. Thomas sait que c'est l'une de mes demandes permanentes et pressantes de mieux cibler, de ne pas être en macro-finance, mais de mieux cibler, strate par strate, catégorie de collectivité par catégorie de collectivité. Et je ne prendrai que 2 exemples. On dit l'épargne est positive. Non, elle devient négative à partir de 5000 habitants, ce qui veut dire que ceux qui sont le plus en capacité d'investir, eux sont aujourd'hui dans un cycle récessif. Pourquoi ça apparaît globalement positif? Parce que vous avez plus de quasiment 30 000 communes, un peu moins. Si on met la barre à 5 000 habitants, un peu moins. Mais vous avez quasiment 30 000 communes qui, elles, sont en autofinancement positif. Et donc la masse des 30 000 communes est tout à fait considérable. Et elle est naturelle, puisque dans les petites communes, on thésaurise. On a un gros investissement par mandat pour les toutes petites, parfois 2 pour les un peu plus importantes. Et pour pouvoir mettre en place ces 2 investissements dans le cycle des 6 ans, eh ben, on met de côté. Hein, c'est comme dans la famille. Quand on veut changer la voiture, quand on veut changer le téléviseur, on met de côté ou on emprunte. Mais vous savez, nos communes, elles sont raisonnables sur l'emprunt. On l'a d'ailleurs vu à travers tous les chiffres qui ont été donnés. Donc, elles thésaurisent. Mais au-dessus de 5000 habitants, là, on n'est plus du tout dans la même situation, ni même la possibilité, parce qu'à partir de 5000 habitants, et alors évidemment, encore plus on monte dans la hiérarchie, en tout cas numérique, des collectivités, plus il y a d'investissements à faire, et on n'a pas la capacité à thésauriser sur plusieurs années dans la plupart des cas. Donc il faut savoir que les collectivités, communes ou interco, qui sont les plus importantes, sont celles qui sont dans une épargne en baisse, et en particulier l'épargne nette, puisque c'est la seule qui permet d'investir. Donc ça, c'est un premier signal qui est tout à fait important. Le deuxième sujet, ce que j'appelais le premier sujet, la différenciation. Le deuxième sujet, c'est la recentralisation. La recentralisation, elle prend différentes formes. Bah, beaucoup d'entre vous sont habitués à mes conférences de presse, donc pardon de me répéter, mais comme disait Léon Blum, il vaut mieux se répéter que se contredire. C'est d'abord la nationalisation de l'impôt. On essaie de faire croire à nos concitoyens qu'il y aurait des baisses d'impôts. Alors nominalement sur les collectivités territoriales, c'est vrai, mais comme c'est compensé par des impôts d'État pour l'essentiel, globalement pour nos concitoyens, ça n'est pas vrai. Ou alors, ça vient plomber le déficit de la nation. Mais en tout cas, ça n'est en aucun cas gratuit quand on explique à nos concitoyens qu'il y a une baisse d'impôts. Mais si ça n'est pas gratuit pour nos concitoyens dans la réalité des choses, c'est très dommageable en ce qui nous concerne, parce que chacune des suppressions d'impôts, on peut commencer par la taxe professionnelle, continuer par la taxe d'habitation, continuer par la diminution par 2 de l'impôt économique, enfin parler de la CVAE, sur l'ensemble, nous avons toujours, soit quelques années après, soit immédiatement comme pour la CVAE, perdu de l'argent. Je rappelle sur la CVAE que nous avons perdu 765 millions d'après les chiffres que nous avons pu recomposer, puisque ça fait quasiment 1 an que je demande à l'État de nous fournir l'état réel des baisses de CVAE, commune par commune, et la baisse globale, bien entendu, et nous n'avons pour l'instant jamais obtenu gain de cause. On me demande d'être dans la coopération et l'étude conjointe avec l'État. Bien entendu, le signal pour moi sera qu'on me donne les éléments réels et qu'on soit dans la transparence. Sinon, il ne pourra pas y avoir de travail en commun entre le comité des finances locales et le gouvernement. Mais derrière cela, la recentralisation, c'est aussi le fléchage qui a été évoqué il y a quelques instants. Bientôt,
par fléchage systématique des dotations d'investissement, il nous restera quoi? Il nous reste déjà quasiment quoi, seulement 45-50% de liberté d'investissement si on veut avoir des dotations. Tout le reste est fléché. Si vous n'êtes pas dans la flèche, vous n'existez pas. Ce n'est pas des flèches qu'on a inventé ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est en accélération continue. Là, on a accéléré, par exemple, le quota qui, dans la DETR et la DSIL, doivent être réservés au pseudo-verdissement. On est tous pour le verdissement. On est tous pour la défense de la biodiversité. On est tous pour la lutte contre les dérèglements climatiques. Mais attendez, quand on est maire, c'est bien entendu une préoccupation, mais moi j'en ai de plus urgente, vous voyez. C'est l'état social de ma commune. Quand, à cause de l'inflation, j'ai une bonne partie de la population de ma ville dont la fin du mois n'est plus le 25, mais le 15. Vous croyez que je vais abandonner la politique sociale parce qu'on me demande, pour avoir des subventions, de verdir? Non, je vais essayer de combiner. Mais je ne vais certainement pas décider que ce sont les lignes de force que m'impose l'État, nous considérant comme des sous-traitants, qui seront évidemment ma ligne de conduite. Mais je pourrais démultiplier. Faut-il arrêter la politique autour de l'école? On le croirait, puisque dans la loi de finances 2024, on nous supprime le fonds de soutien aux activités périscolaires. Ce qui est quand même dans un moment où l'école est en question, où tout ce qui est autour de l'école est problématique, tout à fait absurde, un contresens politique absolu. Voilà pour la recentralisation. Je donnerai cet après-midi, dans mon propos plus large, d'autres exemples, bien entendu. Et puis le troisième point, c'est les perspectives 2024. Et là, je ne vous cacherai pas qu'elles sont effrayantes pour beaucoup d'entre nous. D'abord, oui, il y a l'affaire du filet de sécurité. Sur ce que vous avez dit, sur les prix de l'énergie, ils sont en baisse, mais pas pour tout le monde. Parce que, je vais vous prendre un exemple, ma modeste ville, ma modeste communauté, on a eu un appel d'offres malheureux, mais on ne pouvait rien, c'était au mauvais moment, fin 2022, 430% d'augmentation. 430%. On a l'amortisseur qui a été efficace en 2023, sauf qu'il n'est plus à la loi de finances 2024. Et quand j'en ai parlé au ministre des Finances, je lui ai dit, mais attends, il m'a dit, mais c'est pas grave, en ce moment c'est en train de baisser. Mais je lui ai dit, attends Bruno, excusez-moi de la familiarité, moi mon contrat il est signé pour 3 ans. Donc même si les cours sont en train de baisser, moi je vais continuer à payer dans les 2 années qui restent, mais 430% d'augmentation. Et plein pot, puisqu'en plus tu me supprimes l'amortisseur. Et si c'est le cas, ça me met en grave difficulté à la fois sur ma ville et sur ma communauté de communes. Quand, j'allais dire, au feuilleton du filet de sécurité, c'est simple, on nous avait annoncé 22 000, j'avais déclaré à l'époque que c'était fantaisiste, on m'avait dit comme d'habitude il est pessimiste, quand on me connaît, alors c'est pas, vraiment pas le fond de ma nature, on est arrivé à 2800. Mais 3400 sont appelés à rembourser. Extraordinaire bilan de ce qu'on nous avait présenté comme étant le nec plus ultra de la protection des collectivités par rapport à la hausse de l'énergie. Et puis, nous avons donc le problème énergie pour 2024 qui va continuer à se poser. La question, et je partage tout à fait ce qu'a dit Philippe Laurent, de la réactualisation du point d'indice, parce que pour nos collaborateurs, c'est totalement indispensable, sauf que si nous n'avons pas de compensation, ça veut dire que c'est l'investissement qui, bien entendu, prolongera, puisque notre seule variable d'ajustement, pour ceux qui en ont encore, c'est l'autofinancement. Bien. Et puis, la réévaluation des bases, est-ce que la loi sera maintenue ou est-ce qu'elle sera modifiée? Il y a parfois des amendements qui demandent que ça ne soit plus indexé tel que ça l'était, donc nous sommes dans l'expectative. Et puis, dernier point, j'ai amené là, parce que moi j'aime bien travailler sur documents, c'est le tableau de tous les transferts de l'État aux collectivités locales. C'est ce qui nous est fourni par Bercy quand les ministres viennent nous présenter la loi de finances devant le comité des finances locales.
Oh, c'est un peu griffonné parce que j'ai fait des calculs. Vous savez, moi, je suis encore à la gomme et au crayon, hein. Chacun ses niveaux. Alors, j'ai quand même constaté qu'il y avait transfert financier de l'État vers les collectivités. Ça ne veut pas dire que c'est des cadeaux, parce que dans les transferts évoqués, il y a bien entendu des transferts fiscaux qui nous sont dus. Mais la somme est considérable, c'est un peu plus de 108 milliards. Un peu plus de 108 milliards. Sur ces 108 milliards, que j'arrondis, on constate une baisse pour 2024 de 539 millions, pour être précis. Et si vous appliquez les 6% du panier du maire de l'inflation sur les 108 milliards, ça fait 6 milliards 480 millions. Et donc l'addition de perte de pouvoir d'action, je préfère ça à pouvoir d'achat, qui est aujourd'hui dans la loi de finances 2024, c'est 7 milliards 19 millions. Alors il paraît qu'on va nous annoncer quelques millions qui se baladent par-ci par-là, mais même si on nous annonce 100, 150, 200, vous voyez que par rapport aux 7 milliards passés de perte de pouvoir d'achat que recèle la loi de finances 2024, ça annonce l'étouffement, ce que moi j'appelle le supplice du garrot, auquel nous sommes soumis les uns et les autres. Et ça veut dire derrière, bien entendu, moins de services à la population, une dégradation globale des services publics locaux. Et quand on sait que nous sommes encore aujourd'hui, j'allais dire, les premiers remparts face à la désespérance de beaucoup de nos concitoyens, alors on peut s'inquiéter sur la société française que l'on est en train de construire. Ou plutôt, pardon, de déconstruire. Merci de votre attention. Il y avait beaucoup de choses à dire, ça a pu vous paraître un peu long, mais je pense que vous avez là de la matière pour l'année. Donc vous allez pouvoir capitaliser sur l'ensemble des travaux. Et je voudrais à nouveau remercier ceux qui vous ont présenté ces rapports, qui sont à votre disposition, cela vous a été dit, parce que ça évitera qu'on nous raconte n'importe quoi, n'importe comment et n'importe quand. Je ne citerai personne pour l'instant, sauf si vous m'y incitez. C'est la question que je posais. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, je vous en prie. Une question provocatrice, Laurent Miguet du Moniteur. Si je rêve à l'avenir de nos enfants, je me dis c'est un avenir où on réparera plus et où on construira moins, où on utilisera davantage des solutions fondées sur la nature, peut-être moins gourmande en technologie et en argent, et peut-être plus bénéfique en emploi. Bref, est-ce qu'on a besoin d'investir toujours plus? Il faut quand même se poser la question. Alors bien sûr, il y a la question ensuite de l'égalité des territoires, où là je vous suis complètement, mais sur la nécessité d'investir toujours plus, comment est-ce que vous la justifiez au regard aussi de ces époques où de ces époques beaucoup plus fastes de la décentralisation. Je prends, comme je suis du Haut-Rhin, moi aussi, Monsieur Homais, je pense souvent à Saint-Louis et à Huningue, aux magnifiques équipements culturels très beaux, hein, mais est-ce que c'était bien raisonnable de construire dans deux villes moyennes proches l'une de l'autre, des équipements de cette dimension par rapport aux besoins des citoyens? Alors, y a-t-il besoin de continuer à investir et éventuellement à investir plus? Si j'en crois ce que l'État nous demande en permanence, nous devrions investir encore beaucoup plus que nous ne le faisons. C'est combien de milliards par an que nous devrions investir simplement pour lutter contre le réchauffement climatique? Je crois que c'est 12 milliards, c'est ça? Supplémentaires. Enfin 6, pardon, et 6 à rajouter. 6 milliards de plus. Ah. Si j'en crois tout ce qu'on nous demande pour rénover le bâti scolaire, parfaitement justifiable, c'est encore probablement quelques milliards. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste. On nous dit qu'il y a un plan chaleur, il y a un plan eau, il y a un plan... il y a des plans tous les 15 jours. Sauf qu'on ne nous donne pas l'argent. Et donc, si on ne décide pas de faire soit des emprunts,
soit de l'autofinancement, eh ben nous ne pourrons pas répondre à toutes ces exigences. On nous dit qu'il faut créer 200 000 berceaux d'ici 2030. Diantre. Mais on ne nous donne pas pour l'instant un centime. Alors, nous espérons que la caisse d'allocation familiale en donnera un peu. Mais l'État, rien. Vous voulez que je continue la liste? Donc, votre question est tout à fait intellectuellement intéressante, mais sur le terrain, elle ne se pose pas dans ces termes. Et quant au dimensionnement des structures culturelles ou sportives, ça, il revient à chaque conseil municipal en lien avec sa population d'en décider le dimensionnement. Ce n'est pas évidemment à nous de le faire du niveau national. Oui, oui, tu parles, si tu parles. Ce que je voulais dire, c'est que d'ores et déjà, beaucoup d'investissements sont les investissements de renouvellement. Donc, je veux dire, quand on regarde les investissements, c'est vrai qu'il y a une époque, probablement, il y avait plus d'investissements neufs. Ça correspondait aussi à l'époque où, et souvent avec l'aide de fonds européens, parce que tout à l'heure, j'ai vu Roland Schaeffer, le maire de Bergkamen, qui était là. On a développé des équipements culturels et sportifs. Aujourd'hui, c'est vrai, André a raison, alors, il y a des investissements de renouvellement, et puis il y a des investissements sur des nouvelles priorités. Transition écologique, et puis aussi, bien sûr, mobilité réduite, etc., inclusion. Donc, je dirais, les investissements, oui, il faut qu'ils soient vertueux. Ensuite, sur la petite problématique locale, je dirais simplement que beaucoup de villes moyennes ont un rôle de ville-centre. Et puis ensuite, la plaine d'Alsace, il y a 300 habitants au kilomètre carré. Et puis, j'allais dire, la culture est toujours un investissement utile, de mon point de vue, pour également la vie collective et l'égalité des chances. Enfin, je crois que, d'ailleurs, c'est vrai, je termine par ce point, peut-être qu'un des risques qu'on a également avec l'étranglement financier, c'est que la culture et le sport soient des variables d'ajustement. Le Covid, on l'a oublié, c'était il n'y a pas longtemps. Alors si ça recommence, moi je pense que c'est mauvais pour la cohésion sociale du pays. Donc voilà, investissement vertueux, mais en même temps, peut-être aussi que la qualité de nos équipements publics est un avantage comparatif pour la France en Europe. Il faut quand même le redire. Puisque vous m'y autorisez, Monsieur le Président, et juste comme complément d'information sur la question des investissements du futur, nous avons présenté il y a 2 semaines une étude réalisée avec le cabinet I4CE, l'Institut économique pour l'économie du climat, qui montre les voies permettant effectivement d'arriver à l'ambition que vous avez évoquée, qui est la transition énergétique en tout cas. Et je dirais, on y arrivera parce que c'est nécessaire. Mais ça ne se fera pas effectivement sans un certain nombre de choix vraisemblablement cumulés. Et si cela vous intéresse, l'étude sera présentée ici même jeudi matin, si je ne dis pas de sottises, à 11h je crois, ou enfin, c'est dans le programme. Donc vous les connaissez. Avec une excellente remarque d'ailleurs liminaire à ce rapport, c'est qu'on se préoccupe beaucoup de ce sujet, sauf de la partie financement. Or, on peut toujours parler, si derrière il n'y a pas les financements, je vois mal comment l'action pourra se mettre en œuvre. Monsieur Léniel, vous évoquiez, en parlant de la hausse du point d'indice, vous disiez que s'il n'y avait pas de compensation pour les collectivités, l'autofinancement serait atteint, réduit. Est-ce que ça veut dire que vous demandez, au nom de l'AMF, une compensation à l'État pour la hausse du point d'indice? Et Monsieur Homé, vous insistiez sur l'importance de la DGF. Vous disiez que lors d'audition au Sénat, vous aviez mis l'accent sur la DGF. Donc, quelle est votre demande au nom de l'AMF s'agissant de l'évolution de la DGF? Est-ce que vous demandez une indexation sur l'inflation? Et j'aurais une dernière question. Il y a 1 an environ, on parlait beaucoup des équipements qui fermaient, patinoires, piscines, parce que les prix de l'énergie avaient beaucoup augmenté. Que sont devenus ces équipements qui ont fermé ou qui ont réduit la voilure? Est-ce qu'ils ont réouvert? Est-ce qu'ils ont réouvert sur les mêmes plages horaires qu'avant? Est-ce qu'avec les difficultés que vous nous annoncez, vous nous parlez de perspectives effrayantes, Monsieur Léniel, les équipements publics locaux vont-ils à nouveau fermer? Est-ce qu'on va voir ce genre de choses?
dans les prochains mois. Et positive. Moi qui souhaite être dans une nouvelle dynamique. Je ne vais pas vous répondre dans le détail. Je sais que certains ont réouvert, d'autres ont maintenu fermés, surtout que nous arrivons dans la période d'hiver, que c'est plus facile de laisser fermer, par exemple, des piscines. Pour les patinoires, c'est plutôt le moment où il faut les réouvrir. Donc, dans une ville comme la mienne, j'ai réouvert la patinoire. Mais la piscine, je l'ai mise en travaux. C'était nécessaire, donc ça va permettre de passer une certaine période et de pouvoir réajuster, justement, les coûts de fonctionnement. Bien. Donc, chacun a sa stratégie. Honnêtement, on n'a pas le décompte de ce qui se passe commune par commune. Je ne serais pas capable de vous répondre sur ce point précis. Je vais passer la parole à Antoine parce que je ne voudrais pas monopoliser. Bon. Alors, on a effectivement parlé de la DGF. Alors, ce qu'il faut dire, une chose très simple, c'est que l'an dernier, 320, l'inflation prévisionnelle était supérieure à ce qu'elle est, même si elle reste importante. Donc 220 millions avec une inflation prévue à environ 4 points, n'est-ce pas? Alors qu'on était à 7, ça veut dire que c'est beaucoup moins bien que l'an dernier. Alors on l'a dit, ça veut dire également qu'une bonne partie des communes auront une baisse de la DGF en euros courants. Donc c'est le retour d'ailleurs des variables d'ajustement qui en a la preuve. Hein. Donc nous, ce qu'on demande, c'est l'indexation, bien sûr, hein, sur l'inflation, comme c'est le cas sur les bases. Pour des communes populaires comme la mienne, la DGF, ça compte beaucoup, hein. Et puis, à minima, si ce n'était pas le cas, mais c'est ce qu'on demande, un abondement bien supérieur à 220 millions, au moins 250 millions de plus, pour au moins financer une DSU de même niveau que la DSR, supprimer les prélèvements sur les dotations liées à l'intercommunalité, ainsi que mettre fin aux variables d'ajustement, puisqu'il y en a sur la DCRTP et sur les fonds départementaux de péréquation de taxes professionnelles. Donc voilà. Donc l'idéal, ce qui serait que justice d'ailleurs, c'est l'indexation. Et le minimum du minimum, c'est environ 250 millions. C'est ce qu'on a dit d'ailleurs au rapporteur du budget lors des auditions. Oui, ce qui en tout état de cause serait encore très loin de compte par rapport au compte que j'ai fait. C'est vrai que Madame la ministre des collectivités territoriales se balade avec une addition fétiche depuis quelques jours. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être la proximité du Congrès des maires de France où elle nous explique qu'en 2 ans, nous aurons eu une augmentation de 540 millions de la DGF. C'est totalement exact. Mais 540 millions sur 52 milliards, si on cumule les 2 années de DGF, ça veut dire que ça fait 1% d'augmentation. Et je rappelle que le panier du maire en 2023, c'était 7,2% en 2022 et 6% en 2023. Autrement dit, on a, je n'ose dire royalement, jupitériennement, 1%, alors que nous avons une augmentation de 13% de l'inflation sur les 2 années concernées. Donc oui, c'est vrai, nous avons eu une augmentation sans précédent, sauf que les années précédentes, justement les 2 dernières années, il y avait une inflation qui était à 0,8, 1%. Et donc quand on compare, il valait mieux avoir une baisse de DGF d'1 milliard et puis 1% d'inflation, plutôt qu'une DGF très légèrement augmentée avec une inflation à 7 et 6%. Donc, moi qui n'ai fait que l'école primaire, vous voyez, c'est comme les robinets qui fuient et les baignoires qui se vident, c'est un calcul élémentaire. Je renvoie donc chacun à son école élémentaire. Oui. Oui. Sur l'investissement, je voulais savoir le point d'atterrissage pour le mandat en cours. Il sera de quel niveau? Vous pensez qu'on sera sur le niveau du mandat précédent? On reviendra à celui d'avant, non? Alors, je rappelle, j'avais prévu d'en parler, puis on ne peut pas tout dire, parce que sinon, je vous retiendrai très longtemps. Et je suppose que vous avez d'autres obligations, comme moi-même d'ailleurs. Le mandat précédent était en baisse en matière d'investissement de 14 milliards. Je dis ça de mémoire, si on peut me reprendre, mais baisse de l'investissement sur le mandat précédent, 14 milliards. Nous pensons que ce sera à nouveau en baisse sur le mandat actuel. Alors vous dire aujourd'hui
Ça va dépendre des mesures qui seront prises. Mais vous dire aujourd'hui que nous atteindrions ce niveau bas qui était celui du mandat précédent ne serait pas raisonnable. Il est probable que ce sera à nouveau une baisse de l'investissement, je parle en euros constants bien entendu, pour le mandat qui est en cours. C'est ce que nous pouvons aujourd'hui estimer. Les estimations peuvent toujours évoluer si des mesures financières nous permettent d'investir plus et de mieux tenir les évolutions de prix que nous connaissons aujourd'hui. Voilà la réponse que je peux vous faire. La baisse était effectivement de 14 milliards, ça c'est certain, les comptes sont arrêtés. Actuellement, nous sommes sur une trajectoire où nous serions plutôt en baisse par rapport à 2019. Et à ça s'ajoute évidemment l'augmentation des taux d'intérêt. Donc ça, on a dit que notre autofinancement, notamment la CAFNet, était menacée. C'est vrai, il y a des chiffres inquiétants. Mais je vous le disais, il y a ici des banquiers. Alors, on est quand même sur un contexte de taux d'intérêt très élevé. Alors, on me dit qu'il y a des anticipations pour l'avenir, et tant mieux, etc. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Celles et ceux qui peuvent préfèrent utiliser leur fonds de roulement quand ils en ont encore un. Beaucoup n'en ont plus. Mais donc, c'est un paysage de l'investissement public qui est relativement préoccupant. Et il fallait le préciser. J'ajoute simplement des estimations de la Cour des comptes. Comme je ne suis pas toujours d'accord avec eux, c'est rare que je les cite, mais quand je suis d'accord, enfin, quand je crains d'être d'accord, puisque ce sont des estimations. Or, la Cour des comptes nous annonce que l'ensemble des collectivités territoriales seraient en besoin de financement à hauteur d'au moins 2,5 milliards sur l'année 2023 et probablement plus près de 3 milliards en 2024. C'est le rapport de la Cour des comptes. Tout ce que je vous dis est parfaitement vérifiable, comme toujours. Ça fait des années et des années que ça n'était pas arrivé. Je rappelle qu'il y a 2 ans, nous étions, en 2022, enfin par rapport à 2024, mais en 2022, l'ensemble des collectivités territoriales étaient en positif à 4,8 milliards. 4,8 milliards. C'est-à-dire que nous avions des moyens de financement et là, nous allons avoir des besoins de financement. C'est évidemment fondamentalement différent, surtout en termes d'investissement, puisque l'écart se fait toujours sur l'investissement. Donc on ne peut pas être d'un grand optimisme sur l'évolution de l'investissement. Je voulais savoir si la nouvelle nomenclature M57 que la plupart des communes vont devoir aborder, ou l'ont peut-être déjà fait, apporte une amélioration au niveau de la gestion financière. On nous annonce toujours une simplification, une amélioration. Nous constatons une complication. J'ai ma directrice financière qui est là, si vous voulez l'interroger à part sur la mise en place de la M57, je peux vous dire qu'elle pourra vous en raconter beaucoup. Non, je veux dire, bon, très bien, c'est une évolution, on ne peut pas être contre toutes les évolutions, ça n'est pas catastrophique, ça serait exagéré de dire ça, mais très honnêtement, ce n'est pas un apport décisif. C'est beaucoup de paperasse pour rien, parce que ça a demandé énormément de travail à nos services municipaux. D'autres questions? Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier et à vous dire à très bientôt, parce qu'on va beaucoup se croiser. Oui. D'ailleurs, un déjeuner qui est, je ne sais pas où d'ailleurs, Salon République. Voilà.